Pendant que j'étais à l'hôpital après avoir accouché, ma mère et ma sœur ont fait irruption dans ma chambre de convalescence. Ma sœur a exigé ma carte de crédit pour une fête à 80 000 $ qu'elle organisait. J'ai refusé et lui ai dit, je t'ai déjà donné d'importantes sommes d'argent à 3 reprises. Elle est devenue furieuse, m'a attrapé les cheveux, a tiré ma tête en arrière et l'a violemment cognée contre le cadre métallique du lit d'hôpital. J'ai hurlé de douleur. Les infirmières ont commencé à accourir, mais ce que ma mère a fait ensuite dépassait l'entendement. Elle a pris mon nouveau-né du berceau et l'a tenu au-dessus de la fenêtre, en disant « Donne-nous la carte ou je la lâche ». Mon père, qui était là, a ajouté « Donne-leur simplement ce qu'elles veulent ». Mon frère a retenu une infirmière. C'est une affaire de famille. Ma sœur m'a tordu le bras, « Donne-la maintenant ». Je criais pour appeler la sécurité pendant que ma mère suspendait mon bébé de quelques heures, menaçant de le lâcher. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé lorsque la sécurité de l'hôpital a fait irruption. Les lumières fluorescentes de la chambre de convalescence me semblaient trop vives pour mes yeux épuisés. J'avais donné naissance à ma fille, Nathalie, à peine 4 heures plus tôt, et chaque muscle de mon corps était endolori par une fatigue profonde, jusqu'à l'os, que je n'avais jamais ressenti auparavant. Mon mari, James, était sorti chercher un café à la cafétéria, me laissant seul avec notre nouveau-né endormi dans son berceau à côté de mon lit. Ce moment paisible a volé en éclats lorsque la porte de ma chambre s'est ouverte avec une telle force qu'elle a heurté le mur. Ma mère, Lorraine, est entrée la première, son sac à main de créateur se balançant à son coude. Derrière elle est arrivée ma sœur Véronica, parlant déjà avant même d'être complètement entrée dans la pièce. Mon frère Kenneth a suivi, fermant la porte d'un clic décisif qui m'a noué l'estomac d'appréhension. Mon père, Gérald, fermait la marche, l'expression indéchiffrable, alors qu'il se positionnait près de la porte. Il faut qu'on parle d'argent, a annoncé Véronica, sans prendre la peine de saluer ou de remarquer le bébé dormant paisiblement à quelques mètres de là. Elle a sorti un papier plié de son sac et l'a agité dans ma direction. J'organise une fête d'anniversaire de mariage pour Travis et moi. Nous sommes mariés depuis 10 ans et je mérite quelque chose de spectaculaire. J'ai lutté pour me redresser, grimaçant alors qu'une douleur fulgurante traversait mon abdomen. Véronica, je viens d'avoir un bébé. Est-ce que ça peut attendre? Non, ça ne peut pas attendre. Elle s'est approchée du lit, ses talons claquant sur le sol en linoléum. Le lieu de réception exige un acompte pour demain, et j'ai besoin de ta carte de crédit. Le total sera d'environ 80 000 $. Je suis restée bouche bée. 80 000 $? Tu es sérieuse, là? Lorraine s'est avancée, sa voix prenant ce ton mielleux qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Ma chérie, la famille s'entraide. Tu en as les moyens, et Véronica mérite cette célébration. 10 ans de mariage, c'est une étape importante. Je t'ai donné 40 000 $ l'année dernière pour la rénovation de ta cuisine que tu n'as jamais terminée, ai-je dit, regardant ma mère droit dans les yeux. Et Véronica, j'ai remboursé ton prêt auto l'année d'avant, ce qui représentait 35 000 $. Avant ça, j'ai couvert les frais de ton mariage, qui ont dépassé les 60 000 $. Je vous ai déjà donné d'énormes sommes d'argent à 3 reprises. Le visage de Véronica a viré au rouge. C'étaient des situations différentes. C'est mon anniversaire de mariage, et je le veux parfait. Travis s'attend à quelque chose d'exceptionnel, et j'ai déjà dit à tout le monde que nous le fêterions au Grand View Estate. Alors tu aurais dû économiser pour ça, ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable malgré la fureur qui montait dans ma poitrine. Je ne financerai pas une autre de tes fêtes. L'expression de ma sœur s'est transformée en quelque chose de hideux. Elle s'est jetée en avant que je puisse réagir, ses doigts s'emmêlant dans mes cheveux. La douleur a été immédiate et choquante alors qu'elle tirait ma tête en arrière. J'ai à peine eu le temps de crier avant qu'elle ne me frappe le crâne contre le cadre métallique du lit. Des étoiles ont explosé dans mon champ de vision, et un craquement écœurant a résonné dans la pièce. Espèce de sorcière égoïste, a hurlé Véronica, maintenant sa prise sur mes cheveux. Après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai crié, le son s'arrachant de ma gorge alors que l'agonie irradiait dans ma tête.
La porte s'est ouverte à la volée et 2 infirmières se sont précipitées à l'intérieur, leur visage passant d'une préoccupation professionnelle à l'horreur en voyant la scène. « Lâchez-la tout de suite », a ordonné la première infirmière, se dirigeant vers le lit. Kenneth lui a barré le passage, sa carrure bloquant son approche. « C'est une affaire de famille. Vous devez reculer et nous laisser gérer ça. » La seconde infirmière a tendu la main vers le bouton d'appel près de mon lit, mais Lorraine a bougé avec une vitesse surprenante pour une femme de son âge. Elle s'est dirigée vers le berceau où dormait Nathalie, ses mouvements délibérés et calculés. Mon cœur s'est arrêté alors qu'elle soulevait mon nouveau-né des couvertures. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Ma voix est sortie étranglée par la terreur. Lorraine a porté ma fille vers la fenêtre. Avant que je puisse comprendre ce qu'elle faisait, elle l'a ouverte de force, forçant le mécanisme de sécurité qui limitait normalement l'ouverture à quelques centimètres. La fenêtre s'est ouverte en grand. Nous étions au 4e étage. Mon corps tout entier s'est glacé alors qu'elle ajustait sa prise sur Nathalie, la positionnant plus près de l'ouverture. « Donne-nous la carte de crédit », a dit ma mère, sa voix étrangement calme. « Donne-la nous tout de suite ou je la lâche. » Le temps semblait ralentir. Mon nouveau-né, âgé d'à peine 4 heures, était suspendu dans les bras de ma mère près d'une fenêtre ouverte. Les infirmières étaient figées, leur formation ne les ayant jamais préparées à une grand-mère menaçant sa propre petite-fille. « Tu es folle », ai-je crié, me débattant contre la prise de Véronica dans mes cheveux. « C'est ta petite-fille. »« C'est un moyen de pression », a répondu froidement Lorraine. « Tu es devenue trop égoïste, pensant que ton argent n'appartient qu'à toi. Nous sommes ta famille. Tout ce que tu as devrait être partagé avec nous. » Gérald a pris la parole depuis sa position près de la porte. « Donne-leur simplement ce qu'elles veulent. Facilite les choses pour tout le monde. Ça ne vaut pas la peine de se battre. » Ça ne valait pas la peine de se battre ? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais de la part de mon propre père. Elle menace de laisser tomber mon bébé. Véronica m'a tordu le bras derrière le dos, envoyant de nouvelles vagues de douleur dans mon corps déjà traumatisé. « Donne la carte maintenant. Arrête d'être si difficile. » Je criais pour appeler la sécurité, ma voix rauque et désespérée. Nathalie s'est mise à pleurer, ses vagissements de nouveau-né perçant le chaos. Kenneth continuait de bloquer les infirmières, qui appelaient frénétiquement des renforts sur leurs appareils de communication. « Tu as 3 secondes, » a dit Lorraine, rapprochant encore Nathalie de la fenêtre. La brise matinale a agité la couverture d'hôpital du bébé. 3, 2. La porte a explosé vers l'intérieur alors que 3 agents de sécurité faisaient irruption dans la pièce, suivis par James, dont le visage est devenu blanc en réalisant la scène qui se déroulait devant lui. Il s'est jeté sur Kenneth, prenant mon frère par surprise et le faisant reculer en titubant. Les infirmières se sont précipitées et l'une d'elles est allée directement vers Lorraine. « Posez le bébé », a hurlé le chef de la sécurité, la main sur sa radio. « Posez-la maintenant !» Lorraine a retiré Nathalie de la fenêtre, mais a continué à bouger, essayant d'utiliser le bébé comme bouclier. James avait plaqué Kenneth au sol, ses poings volants. Véronica m'a lâché et s'est retournée pour faire face à l'équipe de sécurité, le visage déformé par la rage. « Vous ne pouvez pas nous toucher. Nous sommes sa famille », a-t-elle crié. L'une des infirmières, une femme menue avec des yeux d'acier, s'est manœuvrée entre Lorraine et la fenêtre. « Madame, donnez-moi le nourrisson immédiatement. Il n'y a aucun scénario où vous sortez d'ici avec ce bébé. » Le chef de la sécurité a parlé dans sa radio. « Avons besoin de la présence de la police à l'hôpital Mémorial, 4e étage, maternité. Nous avons une agression en cours et un nourrisson en danger. » Ces mots semblèrent percer la détermination de Lorraine. Ses yeux s'écarquillèrent en réalisant que la police était appelée. L'infirmière a profité de sa distraction momentanée et a pris Nathalie de ses bras avec précaution mais fermeté. Ma mère n'a pas résisté lorsque le bébé a été mis en sécurité. J'ai sangloté de soulagement alors que l'infirmière m'apportait Nathalie, l'examinant avec des mains expertes avant de la placer dans mes bras. Ma fille pleurait mais était indemne, son petit visage rouge d'une détresse qui correspondait à mon propre état émotionnel.
Gérald a essayé de partir, mais un autre agent de sécurité lui a bloqué le passage. Personne ne quitte cette pièce avant l'arrivée de la police. C'est ridicule, a protesté mon père. Nous sommes ses parents. Vous êtes resté là à dire à votre fille d'obéir pendant que votre femme menaçait de jeter un bébé par la fenêtre, a dit sèchement le chef de la sécurité. James avait relâché Kenneth, qui soignait un nez en sang. Mon mari est venu à mon chevet, ses mains tremblant alors qu'il me touchait le visage, examinant l'endroit où ma tête avait heurté le cadre du lit. Est-ce que ça va? Laisse-moi voir. Sa voix était brisée par l'émotion. Un médecin est entré en courant, suivi par ce qui semblait être la moitié du personnel de l'hôpital. Ils se sont précipités sur moi, vérifiant mes pupilles, posant des questions sur la douleur et les vertiges. Quelqu'un a apporté une poche de glace pour ma tête. Une autre infirmière a emmené Nathalie pour l'examiner à fond, malgré ma réticence à la laisser partir, même pour un instant. La police est arrivée en quelques minutes. 2 officiers sont entrés dans le chaos, leur présence commandant immédiatement l'attention. Tout le monde a commencé à parler en même temps, les voix se superposant dans une cacophonie d'accusations et d'explications. Un par un, a ordonné l'officier le plus âgé. Tout le monde s'assoit et se tait à moins qu'on ne vous pose une question directe. Ils nous ont séparés, prenant des dépositions individuellement. J'ai raconté tout l'incident, ma voix tremblant en décrivant ma mère tenant mon bébé près de la fenêtre. James a corroboré tout ce dont il avait été témoin en entrant. Les infirmières ont fourni des comptes rendus détaillés de l'agression et de la menace envers Nathalie. Véronica a essayé de déformer l'histoire, affirmant que j'avais réagi de manière excessive et que Lorraine n'aurait jamais vraiment laissé tomber le bébé. C'était juste pour marquer le coup. Notre famille a toujours été dramatique. Elle savait que maman ne le ferait pas vraiment. Votre sœur a une blessure à la tête là où vous l'avez frappée contre le cadre du lit, a noté sèchement un officier. Ce n'est pas dramatique. C'est une agression avec voie de fait. Kenneth a prétendu qu'il essayait simplement de calmer les choses en empêchant les infirmières d'envenimer la situation. Gérald a maintenu qu'il tentait simplement de désamorcer les tensions en m'encourageant à coopérer. Aucune des 2 explications n'a impressionné les officiers. L'administration de l'hôpital est arrivée, y compris le chef de la sécurité et une défenseur des patients. Ils étaient horrifiés par ce qui s'était passé dans leurs locaux. La défenseur des patients s'est assise avec moi, m'expliquant mes droits et l'engagement de l'hôpital à porter plainte en mon nom pour l'agression, indépendamment de ma décision personnelle de poursuivre. Nous avons une tolérance zéro pour la violence envers les patients, a-t-elle dit fermement. Ce qui vous est arrivé, avoué à votre bébé, est inadmissible. La police les a arrêtés tous les 4. Véronica a crié à l'injustice alors que les menottes se refermaient sur ses poignets. Lorraine est restée étrangement silencieuse, son visage vide pendant qu'on lui lisait ses droits. Kenneth a protesté bruyamment contre la brutalité policière lorsqu'ils lui ont attaché les mains dans le dos. Gérald a tenté de raisonner avec les officiers, insistant sur le fait qu'il y avait eu un malentendu. Alors qu'on les emmenait, Véronica s'est retournée pour me regarder. Tu le regretteras. La famille est censée pardonner. La famille n'est pas censée s'agresser ou menacer des bébés, ai-je répondu, surprise par la force de ma propre voix. Après leur départ, la chambre d'hôpital semblait étrangement calme malgré le personnel restant. Un conseiller en traumatologie est apparu, offrant des services de soutien. Une assistante sociale est venue pour discuter de la planification de la sécurité. Le médecin traitant ma blessure à la tête a recommandé un scanner pour écarter une commotion cérébrale, et j'ai été transférée en radiologie pendant que James restait avec Nathalie. Le scanner a révélé une légère commotion cérébrale, mais pas de fracture. On m'a donné des instructions strictes sur la surveillance des symptômes et l'importance du repos, ce qui semblait presque risible étant donné que j'avais un nouveau-né à m'occuper. Ils ont voulu prolonger mon séjour à l'hôpital pour observation, à la fois pour la commotion et pour s'assurer que mon état émotionnel était stable. Les parents de James sont arrivés ce soir-là, après avoir conduit 3 heures après son appel. Sa mère, Vivian, m'a regardé et a fondu en larmes avant de se ressaisir et de devenir farouchement pragmatique.
Son père, Ronald, a parlé avec la sécurité de l'hôpital d'une protection renforcée pour le reste de mon séjour. Personne n'entre dans cette chambre sans une permission explicite de vous ou de James, a dit Ronald. Je me fiche qu'ils prétendent être de la famille. Au cours des 24 heures suivantes, l'histoire s'est déroulée à travers les rapports de police et les consultations juridiques. Veronica a été accusée d'agression avec voie de fait. Lauren faisait face à des accusations de mise en danger d'enfants, de mise en danger d'autrui et d'agression. Kenneth a été accusé d'obstruction et d'ingérence avec le personnel hospitalier dans l'exercice de leurs fonctions. Gerald a été accusé de complicité et de non-assistance à personne en danger. Une avocate des victimes m'a contacté, m'expliquant le processus juridique à venir. Elle m'a aidé à obtenir une ordonnance d'éloignement contre 4, que le juge a accordée immédiatement étant donné la gravité de l'incident et l'implication d'un nouveau-né. L'ordonnance leur interdisait de s'approcher à moins de 500 pieds de moi, de James, de Nathalie ou de notre maison. La sœur de ma mère, Fiona, a appelé 2 jours plus tard, ayant appris les arrestations par le bouche à oreille familial. C'était le seul membre de ma famille élargie avec qui j'avais maintenu une relation décente, principalement parce qu'elle avait déménagé en Oregon des années auparavant et ne communiquait que sporadiquement avec le reste de la famille. J'ai toujours su que Lauren avait des problèmes de limites et d'argent, a dit Fiona au téléphone, sa voix lourde de tristesse. Mais ça dépasse tout ce que j'imaginais. Est-ce que toi et le bébé allez vraiment bien? Nous allons bien physiquement, lui ai-je dit, ajustant Nathalie dans mes bras. Émotionnellement, c'est une autre histoire. Je ne te blâme pas du tout. Ce qu'elle a fait est monstrueux. Fiona a fait une pause. Je veux que tu saches que je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit, et je le pense vraiment. Si tu as besoin de quelqu'un pour témoigner sur la dynamique familiale, je le ferai. Son soutien signifiait plus que je ne pouvais l'exprimer. Cela a aidé à contrer les messages que je recevais d'autres membres de la famille, dont la plupart prenaient le parti de ma mère. Selon eux, je déchirais la famille pour une question d'argent et j'exagérais les choses. Ma tante Teresa a envoyé un SMS particulièrement venimeux m'accusant de ruiner la vie de tout le monde en impliquant la police. Tu aurais pu simplement donner l'argent à Veronica. Maintenant, regarde ce que tu as fait. Ta mère risque d'aller en prison parce que tu es égoïste. J'ai bloqué son numéro ainsi que plusieurs autres. James s'occupait de la plupart des appels entrants, répondant aux plaintes et aux accusations avec une patience admirable avant de finalement changer complètement nos numéros de téléphone. Le procureur de district chargé de l'affaire, William Patterson, était minutieux et professionnel. Il nous a rencontrés chez nous après ma sortie, examinant les preuves et discutant de la stratégie de l'accusation. C'est l'un des cas les plus clairs que j'ai traités, a-t-il dit, en examinant les photos que l'hôpital avait prises de mes blessures. Nous avons plusieurs témoins, des preuves matérielles, et les propres déclarations des accusés qui jouent contre eux. Votre mère a admis avoir tenu le bébé près de la fenêtre. Votre sœur a admis vous avoir frappé. Leur défense consiste essentiellement à dire qu'elle ne pensait pas que c'était grave. À quelle peine pouvons-nous nous attendre, a demandé James, sa main trouvant la mienne. Compte tenu de la gravité, en particulier des accusations de mise en danger d'enfants, votre mère pourrait encourir une peine de prison importante si elle est reconnue coupable. Les autres font face à des conséquences moindres mais toujours sérieuses. Cependant, je m'attends à ce que les avocats de la défense poussent pour des négociations de plaidoyer. L'audience préliminaire a eu lieu 3 semaines plus tard. J'y suis allée avec James et ses parents, laissant Nathalie avec la sœur de Vivien. Entrer dans cette salle d'audience et voir ma famille assise à la table de la défense semblait surréaliste. Ils avaient tous l'air diminués, plus petits que dans mon souvenir. L'avocat de Lauren a tenté de faire valoir que ses actions avaient été mal interprétées, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de faire du mal. Le procureur a présenté le témoignage de l'infirmière, décrivant avec des détails cliniques à quelle proximité de la fenêtre ma mère avait tenu Nathalie, comment le bébé avait été positionné, la hauteur de la chute jusqu'au sol. La juge, une femme sévère nommée Patricia Thornton, a écouté les 2 parties avant de parler. Ce tribunal prend la sécurité des enfants avec le plus grand sérieux. Les preuves présentées suggèrent un acte délibéré d'intimidation utilisant un nourrisson comme moyen de pression.
La caution restera fixée et tous les accusés continueront de respecter l'ordonnance d'éloignement des victimes. En quittant le palais de justice, j'ai aperçu ma cousine Alexis qui attendait près de l'entrée. Elle s'est approchée avec précaution, son expression incertaine. « Je veux juste que tu saches que je te crois », a-t-elle dit doucement. Ces mots, inattendus et sincères, m'ont fait monter les larmes aux yeux. Merci. Ça compte beaucoup. L'affaire a traîné pendant des mois. Les négociations de plaidoyer ont commencé, les avocats de la défense essayant de minimiser les conséquences pour leurs clients. Le procureur me tenait informé de chaque développement, de chaque offre et contre-offre. Pendant ce temps, le harcèlement de la part des membres de la famille élargie s'est intensifié. Mon oncle Roger appelait au moins 2 fois par semaine, laissant des messages vocaux de plus en plus en colère. Il m'accusait de détruire la famille par orgueil et pour de l'argent, insistant sur le fait que ce qui s'était passé à l'hôpital avait été exagéré par un personnel médical trop zélé. « Lorraine n'aurait jamais vraiment laissé tomber ce bébé », a-t-il crié dans un message. « Tu connais ta mère mieux que ça. Tout ça, c'est de la vengeance parce que tu as toujours été jalouse de la vie sociale de Véronica. » Les accusations m'ont stupéfaite malgré leur absurdité. Je n'avais jamais envié la planification constante de fêtes et l'ascension sociale de Véronica. Au contraire, j'avais pitié de la façon dont elle mesurait sa valeur à travers des événements coûteux et l'approbation des autres. Mais les mots de Roger reflétaient ce que beaucoup dans la famille croyaient, un récit qu'il construisait pour éviter d'affronter la laide vérité. Ma cousine Bethany s'est présentée chez nous un soir, ignorant la sonnette pour frapper fort et avec insistance. James a répondu pendant que je restais à l'étage avec Nathalie, écoutant la conversation à travers le babyphone. Elle doit abandonner les charges, a exigé Bethany. As-tu la moindre idée de ce que cela fait à la famille? Grand-mère Ruth a eu une attaque à cause du stress. Le mariage de tante Lorraine avec Gérald était déjà fragile, et maintenant ça l'a complètement détruit. Les enfants de Véronica se font harceler à l'école parce que leur mère est dans les journaux pour avoir agressé quelqu'un. Ça déchire tout le monde. Votre famille s'est déchirée elle-même quand ils ont agressé ma femme et menacé ma fille en bas âge, a répondu James, sa voix dangereusement calme. Tout ce qui s'est passé depuis n'est que la conséquence de leur propre choix. Tu la montes contre nous, la voix de Bethany est montée dans les aigus. Avant de t'épouser, elle comprenait la loyauté familiale. Maintenant, elle agit comme si nous étions des étrangers. Avant de m'épouser, elle était victime d'abus financiers et de manipulation émotionnelle, a contré James. Je ne l'ai montée contre personne. Votre famille l'a fait elle-même quand elle a décidé que l'argent était plus important que sa sécurité ou la vie de notre fille. Bethany est partie après avoir menacé de nous poursuivre pour détresse émotionnelle, une menace qui n'a mené nulle part car elle n'avait aucune base légale. Mais la visite m'a secoué. Ces gens croyaient sincèrement qu'ils étaient les victimes. Que mon refus d'être agressé et extorqué faisait de moi la méchante de l'histoire. La pression financière qu'ils avaient toujours exercée devenait plus claire rétrospectivement. Ma thérapeute m'a fait créer une chronologie de chaque demande monétaire importante que ma famille avait faite au fil des ans. Le schéma était stupéfiant. Dès mon premier vrai travail à 22 ans, il m'avait soutiré de l'argent avec une fréquence et des montants croissants. Ça a commencé petit, avec ma mère demandant $300 pour réparer sa voiture. Puis Véronica a eu besoin de $500 pour un sac à main de créateur qu'elle devait absolument avoir. Gérald a demandé $2000 pour couvrir des dettes de jeu qu'il prétendait être une erreur unique. Les montants ont augmenté à mesure que ma carrière progressait et que mon salaire augmentait. À 30 ans, l'année avant de rencontrer James, j'avais donné plus de $200 000 à ma famille. Je n'avais jamais fait le total auparavant, jamais regardé l'ampleur de leurs demandes. Le chiffre m'a horrifié. Cet argent aurait pu être un acompte pour une maison, un portefeuille d'investissement solide ou un coussin de sécurité financière. Au lieu de cela, il avait disparu dans les désirs sans fin de ma famille, déguisé en besoin. Ils vous ont entraîné à assimiler l'amour à l'accès financier, a observé le docteur Reynolds lors d'une séance. Chaque fois que vous leur donniez de l'argent, vous receviez une approbation temporaire. Chaque fois que vous hésitiez ou refusiez, ils retiraient leur affection et vous faisaient sentir coupable. C'est un cycle d'abus classique.
Comprendre la manipulation a aidé, mais cela n'a pas effacé le chagrin. J'ai fait le deuil de la famille que je pensais avoir. La mère que je croyais m'aimer inconditionnellement. La sœur que j'imaginais être mon amie. Ces personnes n'avaient jamais vraiment existé. C'étaient des rôles que les membres de ma famille jouaient quand cela leur convenait. Pendant ce temps, les parents de James ont prouvé ce qu'était un véritable soutien familial. Vivien venait 3 fois par semaine pour aider avec Nathalie, sans jamais rien demander en retour. Ronald a aidé James à installer un système de sécurité chez nous, passant un week-end entier à s'assurer que nous nous sentions en sécurité. Il célébrait nos succès sans jalousie et nous soutenait dans les difficultés sans exigence. C'est comme ça que ça devrait fonctionner, a dit Vivien un après-midi en pliant le linge de Nathalie. Les parents aident leurs enfants, pas l'inverse. Nous vous avons mis au monde non pas pour que vous financiez notre style de vie, mais pour que nous puissions vous guider dans la construction du vôtre. Ces paroles m'ont fait pleurer, pleurant tout ce que je n'avais jamais reçu de mes propres parents. Les médias ont eu vent de l'affaire à l'approche de la date du procès. Un journal local a publié un article sur l'agression à l'hôpital. Et bien qu'il n'ait pas utilisé mon nom en raison des lois sur la protection des victimes, suffisamment de détails ont été inclus pour que les gens de notre communauté commencent à reconnaître l'affaire. J'ai reçu des messages de connaissances exprimant leur choc et leur soutien, mais aussi d'inconnus qui se sentaient le droit de partager leurs opinions sur le pardon familial. Un courriel particulièrement méchant provenait d'une personne se prétendant thérapeute familiale. Les enfants doivent à leurs parents respect et soutien, surtout en temps de crise. Votre mère a clairement agi par désespoir. Et votre poursuite vindicative montre un manque fondamental de compassion et de maturité. Vous devriez chercher la réconciliation par la thérapie familiale, pas détruire vos relations par le système judiciaire. Je l'ai supprimé sans répondre, mais les mots m'ont hanté. Une partie de moi portait encore cette culpabilité enracinée, cette voix insistant sur le fait que les bonnes filles n'envoient pas leur mère en prison. La thérapie m'a aidé à combattre ces pensées, mais elles persistaient comme de la fumée, toxique même en petite quantité. L'avocat de Véronica a été le premier à nous contacter, proposant un accord où elle plaiderait coupable d'agression simple en échange de cours de gestion de la colère et d'une mise à l'épreuve. J'ai dit au procureur que je voulais qu'elle fasse face à de réelles conséquences, pas à une simple tape sur les doigts. Elle m'a arraché des mèches de cheveux et m'a causé une commotion cérébrale quelques heures après que j'ai accouché, ai-je dit. Les cours de gestion de la colère ne règlent pas ce niveau de violence. Le procureur a accepté et a rejeté l'accord. Le procès de Véronica a eu lieu en premier, prévu 6 mois après l'incident. J'ai dû témoigner, racontant l'attaque en détail devant un jury. La défense a essayé de me présenter comme une personne vindicative, qui avait toujours été jalouse du bonheur de ma sœur. Le témoignage de James a dévasté ce récit. Il a décrit la scène dans laquelle il était entré, sa voix se brisant en racontant avoir vu notre nouveau-né tenu près de la fenêtre. Les infirmières ont témoigné de la gravité de ma blessure à la tête et de leur évaluation professionnelle du danger dans lequel Nathalie se trouvait. Kenneth a accepté une négociation de plaidoyer peu après la condamnation de Véronica, plaidant coupable d'obstruction en échange de 6 mois de prison et de travaux d'intérêt général. Gérald a fait de même, recevant une peine similaire. L'affaire de Lorraine était la plus grave, et son avocat s'est battu agressivement. Ils ont engagé des témoins experts pour témoigner de son état mental, affirmant qu'elle était sous un stress extrême et ne pensait pas clairement. L'accusation a contré avec ses propres experts qui ont examiné les preuves et conclu que les actions de Lorraine montraient une préméditation et une manipulation calculée. Son procès a duré 2 semaines. J'ai de nouveau témoigné, ainsi que James et le personnel de l'hôpital. Le procureur a montré des photographies de la fenêtre, démontrant la hauteur et le danger. Ils ont fait venir un expert en sécurité des enfants qui a témoigné des blessures potentielles qu'une chute de cette hauteur causerait à un nourrisson. La défense m'a dépeinte comme une fille qui avait réussi mais qui avait abandonné sa famille en difficulté, comme quelqu'un qui étalait sa richesse tout en laissant ses proches souffrir. Ils ont essayé de suggérer que l'action désespérée de Lorraine découlait de l'angoisse d'une mère voyant un enfant prospérer tandis qu'un autre luttait. Lors de la présentation de la défense, ils ont appelé plusieurs membres de la famille pour témoigner de ma supposée froideur et de mon égoïsme. Ma tante Teresa a pris la barre,
s'épongeant les yeux avec un mouchoir alors qu'elle décrivait comment j'avais changé après avoir rencontré James, devenant matérialiste et distante de ceux qui m'avaient élevée. C'était une si gentille fille, a dit Teresa, sa voix tremblant pour les faits, toujours prête à aider la famille. Mais dès qu'elle a commencé à bien gagner sa vie, elle a agi comme si elle était meilleure que nous. Elle a arrêté de venir aux réunions de famille, sauf pour les grandes fêtes. Elle n'offrait plus jamais d'aide à moins que quelqu'un ne le demande spécifiquement. Le contre-interrogatoire du procureur a démoli son témoignage. Madame Morrison, n'est-il pas vrai que la fille de l'accusé a donné à sa famille plus de 200 000 $ au cours des 8 années précédant cet incident? Teresa s'est agitée, mal à l'aise. Je ne connais pas les montants exacts, mais vous êtes consciente qu'elle a fourni un soutien financier substantiel à plusieurs membres de la famille, à plusieurs reprises? Eh bien, oui, mais... Et vous-même avez reçu 15 000 $ d'elle il y a 3 ans pour ce que vous décrivez comme des réparations urgentes à votre maison, n'est-ce pas? Le visage de Teresa est devenu rouge. C'était différent. Je l'ai remboursé. Selon les relevés bancaires, vous avez remboursé exactement 0 $ de ce prêt. Souhaitez-vous modifier votre déclaration sur le fait de l'avoir remboursé? La salle d'audience est tombée dans le silence alors que Teresa balbutiait une excuse. Le procureur est passé à autre chose, démantelant systématiquement le portrait que la défense faisait de moi comme une fille égoïste qui avait abandonné sa famille en difficulté. Mon oncle Roger a témoigné ensuite, affirmant que j'avais toujours été jalouse du bonheur de Véronica et que les accusations d'agression étaient une vengeance pour des griefs d'enfance. Le procureur a produit des SMS que Roger m'avait envoyés au fil des ans, des dizaines de messages demandant de l'argent pour divers projets et urgences. Dans plusieurs messages, il menaçait explicitement de monter d'autres membres de la famille contre moi si je ne répondais pas à ses demandes. Est-ce que cela ressemble à quelqu'un motivé par la jalousie enfantine, a demandé le procureur. Ou à quelqu'un essayant de se protéger de l'exploitation financière? La défense a tenté d'introduire des preuves sur mes revenus et mes biens, suggérant que ma richesse m'obligeait à soutenir les membres de ma famille. La juge Thornton a immédiatement mis fin à cela. La situation financière de l'accusée n'est pas pertinente pour savoir si elle a commis une mise en danger d'enfant, a déclaré fermement la juge. Ce tribunal n'examinera pas les arguments selon lesquels la richesse crée une obligation de se soumettre à l'extorsion. L'accusation a fait appel à un expert comptable judiciaire pour analyser mes dossiers financiers. Il a témoigné sur le schéma des transferts aux membres de la famille, les montants croissants et l'absence de tout remboursement malgré le fait que de nombreux transferts étaient qualifiés de prêts. À mon avis professionnel, a déclaré le comptable, cela représente un schéma clair d'exploitation financière. Les demandes ont augmenté en fréquence et en montant au fil du temps, ce qui correspond à une escalade de l'abus plutôt qu'à une aide temporaire authentique. Pendant le contre-interrogatoire, la défense a essayé de suggérer que j'avais donné l'argent librement par amour et par devoir familial. Le comptable a répliqué avec des données, montrant comment les demandes étaient souvent accompagnées de manipulations émotionnelles et de menaces d'exclusion familiale si je ne coopérais pas. Une psychologue judiciaire a témoigné sur le contrôle coercitif et l'abus financier au sein des familles. Elle a expliqué comment les agresseurs conditionnent leurs victimes dès l'enfance à accepter l'exploitation comme normale, comment ils utilisent la culpabilité et l'obligation comme des armes, et comment ils intensifient leurs actions lorsque les victimes commencent à établir des limites. L'agression à l'hôpital représente un schéma d'escalade typique, a expliqué la psychologue. Lorsque la victime a finalement refusé une demande, les agresseurs ont répondu par la violence et les menaces, tentant de reprendre le contrôle par l'intimidation. L'implication du nourrisson reflète jusqu'où ils étaient prêts à aller pour maintenir leur accès aux ressources de la victime. Ce témoignage a visiblement affecté le jury. Plusieurs membres ont pris des notes détaillées, leurs expressions devenant plus sévères à mesure que la psychologue détaillait les tactiques de manipulation que ma famille avait employées. La défense a appelé un témoin de moralité qui connaissait Lorraine depuis 30 ans, une femme nommée Judith qui dirigeait l'auxiliaire de l'église avec ma mère. Elle a dépeint Lorraine comme une mère dévouée qui avait tout sacrifié pour ses enfants, un pilier de la communauté qui avait consacré d'innombrables heures à des causes caritatives. Elle ne ferait jamais de mal à un bébé, a insisté Judith. Jamais. Elle aime ses petits-enfants plus que tout. Ce qui s'est passé ce jour-là a dû être un terrible malentendu.
Le contre-interrogatoire du procureur a été bref mais efficace. Mademoiselle Henderson, étiez-vous présente dans la chambre d'hôpital le jour en question? Non, mais je connais le caractère de Lorraine. Donc, vous n'avez pas été témoin du fait qu'elle tenait le nourrisson près d'une fenêtre du 4e étage? Non, mais... Et vous n'êtes pas au courant qu'elle a explicitement menacé de laisser tomber le bébé à moins que ses demandes ne soient satisfaites? Je suis sûre que ce n'était pas à prendre au pied de la lettre. Comment pouvez-vous être sûr d'événements auxquels vous n'avez pas assisté? Judith n'avait pas de réponse. Le procureur a alors présenté des preuves que Lorraine avait été démise d'un poste de bénévole à l'église 2 ans plus tôt en raison d'irrégularités financières, des allégations de détournement d'argent du fonds de charité pour un usage personnel. Le témoignage de Judith a perdu toute crédibilité. Le jury a délibéré moins de 3 heures avant de déclarer Véronica coupable d'agression avec circonstances aggravantes. La juge l'a condamnée à 18 mois de prison, suivi de 5 ans de mise à l'épreuve. Elle a sangloté à la lecture de la sentence, regardant vers la galerie où son mari Travis était assis avec leurs 2 enfants. Le jury a déclaré Lorraine coupable de tous les chefs d'accusation. L'expression de la juge Thornton était sévère lorsqu'elle a prononcé la sentence, 4 ans de prison pour mise en danger d'enfants, plus du temps supplémentaire pour les accusations d'agression et de mise en danger d'autrui à purger consécutivement. Au total, ma mère a reçu une peine de 7 ans de prison. La salle d'audience a sombré dans le chaos. Les membres de la famille qui étaient venus soutenir Lorraine ont commencé à crier. Un de mes oncles a dû être escorté par les huissiers après s'être jeté vers la table de l'accusation. James m'a serré contre lui pendant que la sécurité évacuait la salle. Après coup, la division dans ma famille est devenue permanente. La plupart de mes parents éloignés ont pris le parti de Lorraine et des autres, me considérant comme la méchante qui avait envoyé sa propre mère en prison. Ils ont organisé des collectes de fonds pour les frais juridiques et l'argent de la cantine, publiant sur les réseaux sociaux sur l'injustice des condamnations. Mais d'autres m'ont contacté en privé, partageant leurs propres histoires d'abus financiers et de manipulation au sein de la famille. Alexis m'a raconté la fois où Lorraine avait falsifié la signature de sa grand-mère pour accéder à un fonds en fiducie. Fiona a révélé qu'elle avait déménagé en Oregon spécifiquement pour échapper aux demandes constantes d'argent. Ta mère fait ça depuis des décennies, m'a expliqué Fiona lors d'un de nos appels. Elle vous a élevé, toi et Véronica, en vous faisant croire que la richesse familiale devait être commune, mais seulement quand cela l'arrangeait. Dès que tu as posé une limite, tu es devenu l'ennemi. J'ai commencé une thérapie pour surmonter le traumatisme, à la fois de l'agression et de l'acceptation de la vérité sur ma famille. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre la dynamique de l'abus financier et les tactiques de manipulation auxquelles j'avais été soumise pendant des années. Votre mère vous a entraîné depuis l'enfance à croire que refuser ses demandes faisait de vous une mauvaise fille, m'a expliqué le docteur Reynolds lors d'une séance. Comprendre les schémas n'a pas effacé la douleur, mais cela m'a aidé à avancer. James et moi nous sommes concentrés sur la construction de notre propre famille, sur la création d'un environnement familial exempt de manipulation et de coercition financière. Nathalie est devenue un bébé heureux et en bonne santé, ignorant béatement le drame qui avait entouré sa naissance. Vivien et Ronald sont devenus les grands-parents que Nathalie méritait, la comblant d'amour et d'attention sans condition. Ils ne nous ont jamais demandé d'argent, n'ont jamais exigé l'accès à nos finances, n'ont jamais utilisé leur relation avec leur petite fille comme moyen de pression. C'est ça, une famille, a dit James un soir, en regardant sa mère bercer Nathalie pour l'endormir. Des gens qui t'aiment sans condition. Les demandes financières ne se sont pas arrêtées avec les condamnations. Des lettres ont commencé à arriver de prison. D'abord de Lorraine, puis de Véronica après son transfert pour purger sa peine. Elle demandait de l'argent, pour la cantine, pour les appels juridiques, pour des fonds afin de rendre leur vie derrière les barreaux plus confortable. Chaque lettre contenait le même message sous-jacent, une bonne fille aiderait. Une sœur aimante les soutiendrait malgré ce qui s'était passé. J'ai renvoyé chaque lettre sans l'ouvrir. Finalement, elles ont cessé d'arriver. 2 ans après l'incident, Véronica a été libérée de prison, ayant purgé la totalité de sa peine de 18 mois. Sa mise à l'épreuve exigeait qu'elle respecte l'ordonnance d'éloignement.
Travis a divorcé de Veronica pendant son incarcération, citant l'agression et l'impact de ses actions sur leurs enfants. Il m'a envoyé un bref courriel s'excusant pour tout rôle qu'il aurait pu jouer dans son comportement et exprimant l'espoir que Natalie s'épanouissait. Gérald a été libéré après avoir purgé 4 mois de sa peine de 6 mois pour bonne conduite. Il a essayé de me contacter via les réseaux sociaux, postant des messages publics sur le pardon et la réconciliation familiale. Je l'ai bloqué sur toutes les plateformes. Kenneth a purgé la totalité de sa peine et a déménagé dans un autre état à sa libération. Selon Fiona, il a dit aux gens qu'il voulait un nouveau départ loin du drame familial, bien qu'il ait maintenu le contact avec Lorraine et Veronica. Près de 3 ans s'étaient écoulés depuis ce terrible jour à l'hôpital. Natalie est devenue une bambine bavarde et curieuse qui aimait les livres et les dinosaures. James a eu une promotion au travail. Nous avons acheté une plus grande maison dans un quartier avec d'excellentes écoles. La vie a avancé, façonnée par, mais non plus définie par, ce terrible jour à l'hôpital. Lorraine avait encore des années à purger. Selon Fiona, qui maintenait un contact minimal avec elle, ma mère restait convaincue qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle me reprochait d'avoir réagi de manière excessive, reprochait au personnel de l'hôpital d'avoir appelé la police, reprochait au système judiciaire d'être trop dur avec les mères. Elle est en fait fière d'elle, m'a dit Fiona, le dégoût évident dans sa voix. Elle raconte aux autres détenus qu'elle a fait ce qu'elle devait faire pour que sa fille ingrate comprenne les obligations familiales. Cette révélation, aussi troublante soit-elle, a confirmé ma décision de maintenir une séparation complète. Ma mère ne reconnaîtrait jamais la gravité de ce qu'elle avait fait. Elle ne s'excuserait jamais sincèrement ni ne changerait de comportement. Elle se voyait comme une victime de mon égoïsme, pas comme quelqu'un qui avait commis des crimes graves. Pour le 4e anniversaire de Natalie, nous avons organisé une fête dans notre jardin. La famille de James était présente, ainsi que des amis que nous nous étions faits dans notre quartier et à la maternelle de Natalie. En regardant notre fille souffler ses bougies, entourée de gens qu'il aimait sans arrière-pensée ni manipulation, j'ai ressenti une profonde gratitude pour le chemin que ma vie avait pris. Le traumatisme de cette chambre d'hôpital m'avait forcé à affronter des vérités inconfortables sur ma famille. Il avait brisé les illusions que j'avais entretenues pendant des années sur l'amour inconditionnel et la loyauté familiale. Mais dans l'espace laissé par ces illusions brisées, j'avais construit quelque chose de plus sain et de plus authentique. Parfois, je me demandais ce qui se serait passé dans d'autres scénarios. Et si je leur avais donné la carte de crédit ce jour-là? Et si j'avais continué à encourager leur comportement, sacrifiant ma propre sécurité financière et mon bien-être émotionnel pour maintenir la paix familiale? La réponse était claire. Les demandes n'auraient jamais cessé. La manipulation aurait continué, escaladant probablement jusqu'à ce que quelque chose d'encore pire se produise. Ma décision de porter plainte, de témoigner, de les voir condamnés et emprisonnés avait été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais elle avait aussi été nécessaire. Elle avait établi des limites qui auraient dû exister depuis toujours. Elle avait protégé non seulement moi et Natalie, mais potentiellement de futures victimes de leur comportement manipulateur. James m'a trouvé debout dans la cuisine après la fête, faisant la vaisselle pendant que Natalie faisait la sieste à l'étage. Il a passé ses bras autour de moi par derrière, posant son menton sur mon épaule. « À quoi tu penses ?» a-t-il demandé doucement. À quel point la vie aurait pu être différente, ai-je admis. À quel point nous avons failli perdre Natalie ce jour-là. Mais nous ne l'avons pas perdue. Elle est à l'étage, en train de digérer une surdose de sucre de son gâteau d'anniversaire. Il m'a tourné vers lui. Tu as protégé notre fille. Tu as posé des limites. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Je sais. C'est juste difficile parfois de savoir que la plupart des gens qui entendent l'histoire pensent que j'aurais dû leur pardonner maintenant. Ces gens n'ont pas vu leur mère suspendre leur nouveau-né par une fenêtre du 4e étage, a dit fermement James. Ils n'ont pas leur mot à dire. Il avait raison, bien sûr. Les gens qui critiquaient mes choix n'avaient pas vécu la peur, la violation, la trahison. Ils n'avaient pas connu l'horreur unique de voir un parent menacer la vie de son enfant pour de l'argent. Leur jugement, aussi bruyamment exprimé soit-il, ne signifiait finalement rien. Natalie a appelé d'en haut,
réveillée de sa sieste. Je suis allée la chercher, la prenant dans mes bras alors qu'elle se frottait les yeux. « Tu t'es amusée à ta fête, ma chérie ?» ai-je demandé. « Très amusée. On peut avoir une autre fête demain ?» J'ai ri, lui embrassant le front. « Les fêtes d'anniversaire, c'est une fois par an, tu te souviens ? Mais on pourra jouer avec tous tes nouveaux jouets demain. » En regardant le visage souriant de ma fille, j'ai su avec une certitude absolue que j'avais fait les bons choix. Chaque décision difficile, chaque confrontation douloureuse, chaque moment de doute avait mené à cela. Un enfant heureux et en sécurité qui grandirait en comprenant que l'amour ne doit pas venir avec des conditions ou des menaces. Les cicatrices de ce jour à l'hôpital sont restées, à la fois physiques et émotionnelles. Mais elles me rappelaient ma force, ma capacité à protéger ce qui comptait le plus, ma volonté de rester ferme, même lorsque cela m'a coûté la famille que j'avais connue toute ma vie. Quelque part, Lorraine était assise dans une cellule de prison, peut-être encore convaincue d'avoir été lésée. Véronica était probablement en train de manigancer son prochain coup, sa prochaine tentative pour extorquer de l'argent ou des faveurs. Kenneth et Gérald avaient disparu dans leur propre vie, racontant probablement des versions édulcorées des événements qui les peignaient comme des victimes incomprises. Qu'ils le fassent. J'avais tout ce dont j'avais besoin ici même. Une fille qui ne douterait jamais de mon amour. Un mari qui était à mes côtés dans les pires moments. Et la connaissance que j'avais choisi sa sécurité plutôt que leur manipulation. Cela valait plus que n'importe quelle somme d'argent, n'importe quel lien familial, n'importe quelle fausse paix construite sur mon silence et ma soumission. Le personnel de l'hôpital nous avait sauvés ce jour-là quand ils avaient fait irruption dans la chambre, quand ils avaient pris Nathalie des bras de Lorraine, quand ils avaient appelé la police malgré les protestations de ma famille. Mais le vrai salut était venu dans les jours et les mois qui ont suivi. Quand j'ai choisi de poursuivre la justice au lieu du pardon, la responsabilité au lieu de la réconciliation. Certains ponts sont faits pour être brûlés. Certaines familles sont destinées à être laissées derrière. Et certaines mères découvrent leur plus grande force non pas en maintenant des relations toxiques, mais dans le courage de les couper complètement.